Moi, je vais vous parler d'un outil qu'on a développé avec un collègue à Synactive. Faut savoir que pour ceux qui se posent la question, non, je touche pas de prime, c'est juste que j'ai la flemme de refaire les slides. Euh, du coup, pour s'il y en a qui étaient à passe de salle, ça va être une redite, je suis désolé. Du coup, mon collègue c'est Scooty, il est super sympa. Du coup, aujourd'hui, on va parler de confusion de dépendance. Je vous ai expliqué un peu comment les registres ils marchent en pratique, ce que c'est une confusion de dépendance, l'outil qu'on a dev, une conclue et une présentation d'un autre outil. Les registres de paquets, c'est vraiment pratique pour les devs. Je pense que vous les connaissez tous. Node.js, on a NPM, Python, on a PyPy. Je peux vous faire la liste en entière, mais on en a beaucoup. Typiquement, si on tente d'installer un paquet Gruak xrootme, derrière, on peut lancer Python, l'importer et exécuter la fonction welcome. En gros, les registres de paquets, on les utilise parce que les devs, c'est des flemmards, ils ont bien raison, ils vont pas réinventer la roue si ça existe déjà. Du coup, on prend le code de quelqu'un d'autre, on l'exécute, ça marche et on est content. On prend le code de quelqu'un d'autre, on l'exécute, ça marche et on est content. Vous voyez le problème qui peut arriver parfois. Malheureusement, l'erreur est humaine. On arrive aux confusions de dépendance. C'est quelque chose qu'on a vu à partir de, j'ai pas remis l'article, mais de 2017-2018, il y a quelqu'un qui a commencé à en parler. Les gens en ont eu rien à foutre et en ont toujours autant rien à foutre. Du coup, c'est cool. On va prendre l'exemple avec NPM parce que c'est beaucoup plus simple. Un package.json de NPM, ça ressemble à ça. Donc du coup, vous avez un onglet dependencies où vous dites de quelle dépendance vous avez besoin et il va vous les installer gentiment. À savoir qu'il y a un package.json de NPM, s'il y en a qui ont essayé de le parser, ça m'étonne que vous ayez toujours envie, parce que c'est l'enfer. On peut déclarer une dépendance de plein de manières différentes. Donc là, typiquement, c'est arrobas quelque chose, c'est une organisation sur npm slash, c'est le nom du paquet de l'organisation, ou on peut juste prendre l'Odash. Voilà, j'ai juste pris ça parce que c'est un exemple connu. Faut savoir que à côté du package.json, il peut y avoir plusieurs fichiers, le package-log.json dont on va parler après, ou du point npmrc. npmrc, c'est la config de npm pour lui dire, hey, tout ce qui vient de cette orga-là, en fait, c'est pas sur le repo public, mais tu dois aller le chercher là-bas. En soi, ça marche bien. Et npm, du coup, va aller installer où il faut. Donc, si on reprend l'exemple d'avant, @gruak machin, il va être allé chercher sur localhost 4873 et l'Odash, il va aller le chercher sur le registre npm. Bon, jusque-là, tout va bien. Du coup, quand on installe, il nous dit pas du tout d'où il les installe, juste il dit c'est bon, j'ai fait mon taf, ça a été installé. Et si on cat le contenu du paquet, là le paquet il est pas du tout méchant, juste il a une fonction et tout se passe comme le mieux. Qu'est-ce qui se passe si on altère les fichiers npmrc ou packagelog.json? Comme j'ai dit, l'erreur elle est humaine. On peut avoir des misconfig, des problèmes avec Git, genre putain j'ai poule la mauvaise branche, fait chier. Changement d'environnement, genre on fait un cp étoile, sauf que étoile ça copie pas les fichiers qui commencent par point. Ou on remove tout simplement les fichiers, enfin voilà. Une erreur bête et simple qui peut malheureusement arriver pour un dev. On tente à npm install et là npm dit mais ton truc il n'existe pas sur le registre npm, moi je le trouve pas, je comprends pas. Et en fait dans ces cas-là, qu'est-ce qu'un attaquant peut faire? Un attaquant il va créer une organisation sur npm qui s'appelle gruak 2024-prez, puis il va push un paquet qui s'appelle private package, et puis npm install et puis c'est terminé. Même output que tout à l'heure, il dit pas qu'il a installé depuis localhost, il dit pas qu'il a installé depuis npm, on sait pas d'où ça s'est installé, mais maintenant le contenu du paquet c'est déso pas déso et tu manges ta RCE. C'est con, mais ça arrive. Donc du coup c'est cool. Et en gros pour un peu de contexte, chez Synactive on avait une mission pour un client où on devait check les dépendances de ses projets. On s'était dit putain cool, on se connecte au GitHub, il y a 1400 projets. 1400 projets faits en Go, faits en Python, enfin bref, c'était un peu l'enfer. Il faut automatiser tout ça parce que sinon on va pas s'en sortir. On a créé un outil qui s'appelle DebFuzzer qui en gros fonctionne assez simplement. Alors simplement c'est un bien grand mot. Puisqu'il faut aller parser tous les fichiers pyproject.toml, requirements.txt pour Python, go.mode pour Golang, cargo.toml pour Rust et package.json pour Node. Sachant que du coup, à l'intérieur de ces fichiers-là, il y a plusieurs manières de dire, genre, je veux aller chercher le repo depuis ici, ah non, en fait, je le veux depuis là. Il y a plein de manières de décrire les choses, d'autant plus dans Node.js. Node.js, typiquement, si vous avez un package.json à la racine d'un projet, vous allez dans un sous-dossier où il y a un autre package.json, et les règles du package.json parent vont être prises en compte pour pull les trucs du package.json enfant, et si ça s'enchaîne, ça fait pareil. En bref, c'est l'enfer. Il faut parser tout ça. En vrai de vrai, c'est vraiment compliqué. Nous, on l'a implémenté d'une manière assez simple de notre côté parce que j'avais pas envie de me suicider. Du coup, une fois que ces paquets-là ont été récupérés, DebFuzzer, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise une API qui s'appelle debs.dev parce qu'en fait, on s'est posé la question de OK, on parse les fichiers, on a le nom des dépendances et les versions, comment on check?
Il y a deux manières de check. Soit on installe npm pipey cargo golang sur la machine et on fait des go install et le nom, la version, etc. C'est chiant, ça prend du temps, ça fait du sub-process. J'ai pas envie de manger une RCE dans un de mes outils. Du coup, on va chercher autre chose. Et on a trouvé deps.dev, qui est un truc génial. En vrai de vrai, c'est fait par Google. Et en fait, ça monitore en temps réel l'ensemble des paquets qui sont push sur npm pipey. Bon, je vais pas vous refaire la liste. Et du coup, ça permet de savoir si une dépendance, elle existe ou non. Ce qui est super cool, et j'ai discuté avec un gars de chez Google après ma presse à Passe de Salt, c'est que cette API, elle va rester gratuite, sans token et sans rate limit. Donc c'est parfait. Donc l'outil, il est multi-threadé, il défonce leur API, mais ça marche bien. Et derrière, ça sort des résultats soit dans la console, ou soit dans un fichier, pour ceux qui aiment bien un petit peu les trucs comme ça. Donc l'outil se présente comme ça. Vous pouvez choisir un provider, et si vous les avez la flemme, vous mettez All, et l'outil va déterminer tout seul ce que vous voulez scanner. Derrière, vous avez deux choix, soit lui donner un PAF, en mode vous faites un git clone d'un projet, vous voulez scanner le projet, --paf, / mon super projet, et l'outil va se démerder tout seul. Sinon, vous lui donnez une dépendance en particulier, mais bon, c'est un peu plus rare. --print takeover, c'est juste pour afficher les trucs en temps réel. Output file, pour ceux qui aiment bien sortir les trucs dans des JSON. Et un dernier petit truc qui est sympa, parce que faut savoir que sur les registres de paquets, il y a deux manières de takeover un paquet. Soit il n'existe pas, donc là c'est simple. Soit le mec s'est register avec un mail, et ce mail, vous pouvez y accéder. C'est-à-dire que l'outil, il va voir par exemple, le mec s'est register avec un palenat@gmail.com. Malheureusement, Palenat a supprimé son adresse mail, mais l'outil est toujours disponible. Et vous créez une adresse mail palenat@gmail.com, vous faites un password reset et vous prenez le contrôle en fait de la dépendance. À savoir que l'outil, du coup, merci Palenat pour cet outil, il se base sur Olele pour vérifier que les Gmail et ProtonMail ils sont définis ou pas. Et sinon, ce qu'il va faire, c'est que si c'est des emails custom, genre mon super domaine, je crois que je le mets après. Ouais, vérifier que du coup que le domaine, par exemple toto@monsuperdomaine.fr il existe. Il va check si le domaine il existe ou pas. Si le domaine n'existe pas, il va vous dire ce domaine n'existe pas. Si tu le registres et que tu crées un mail, tu peux takeover le paquet. Sachant que cette attaque où vous faites un takeover de paquet par email, elle est beaucoup plus sournoise parce que vous pouvez injecter du code à l'intérieur d'une librairie qui est d'apparence safe et qui au final ne l'est plus du tout derrière. Du coup, ce qui est bien avec l'outil aussi, c'est qu'il va prendre les premières dépendances du paquet. Mais ce qui est génial sur deps.dev, c'est qu'à la fois, il vous renvoie si la dépendance, elle existe ou pas, mais il vous renvoie les sous-dépendances de la dépendance, donc tout ce qu'elle utilise. Donc nous, ce qu'on fait avec l'outil, c'est qu'on crée un graphe orienté où, en fait, on se retrouve avec une profondeur de 10 000, par exemple, et on va aller check que tous les trucs, ils existent ou pas. Pour implémenter ça, ça a été une merde, parce qu'au début, j'ai voulu faire une fonction récursive, j'ai découvert sous Linux qu'il y avait une limite pour les fonctions récursives, pour en faire 1000 au maximum. Du coup, j'ai réimplémenté une stack. Pour ceux dont ça intéresse, le code il est dispo sur Git de toute façon. Et du coup, l'outil vous dit à la fin, ouais, tu peux takeover. Et du coup, c'est cool. Résultat, sur notre audit, on en a trouvé beaucoup. Et le tool, on l'a balancé sur des projets open source pour voir un peu si c'était utile ou pas. Et on en a trouvé aussi beaucoup. J'ai voulu mettre des exemples, mais de un, il y a beaucoup de projets qui nous ont dit qu'ils ne voulaient pas être cités dans la presse, ce qui est complètement con parce que c'est open source. Et de deux, j'avais la flemme de prendre des screenshots. Bon, il y a des limitations évidemment, il y a énormément de faux positifs, comme je vous ai dit, parser les fichiers de requirements, c'est un enfer et il y a des spécificités en fonction des langages. Bref, pour ceux que ça intéresse, il y a les problématiques sur le GitHub. Le tool il marche pas à 100%, évidemment, c'est un POC. Considérez pas si vous le passez sur un de vos projets qui vous sort rien que vous n'avez pas de confusion de dépendance. Je peux pas le certifier. Et attention, je pense notamment au Bug Hunter. Si vous tentez cette attaque, ça casse des choses. Dans le sens où, si à un endroit dans une CI/CD, ça tente de récupérer un paquet qui n'existe pas et que vous mettez du code malveillant à la place, ça peut casser des trucs. Derrière, faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup de bots qui scannent le contenu des dépendances pour vérifier si elles sont malveillantes ou non. Et si vous mettez, par exemple, un reverse shell en Node.js dans votre dépendance, vous pouvez obtenir des shells sur des serveurs où vous n'avez rien à foutre. Et du coup, vous mangez une 4 prison, donc c'est un peu chiant. Donc faites gaffe si vous utilisez ces outils-là. Et même pour les pentesters, c'est pareil, il faut faire super gaffe. C'est plus un truc qu'on va remonter en mode attention, c'est peut-être possible qu'une exploitation réelle. Il y a un autre outil qui existe pour ça. Je crois qu'il n'est pas là ce soir, mais il sera là demain. Ça a été fait par Lupin. Ça s'appelle Depi. C'est un outil qui est vachement plus à l'état de l'art que ce que nous on a fait. C'est clairement un POC ce qu'on a fait. On n'a pas voulu faire un truc efficace. Enfin, si, c'est efficace, mais c'est pas efficace à 100%. Bon, pour ceux qui ont Twitter, vous avez dû voir les articles de Lupin passer, il en a release beaucoup, ils ont trouvé beaucoup de choses avec son outil. Et lui, ça va encore plus loin que ça, il fait beaucoup plus de choses. S'il y en a que ça intéresse, vous pourrez discuter avec lui demain.
En conclusion, du coup, c'est un peu cette attaque, elle est un peu sournoise parce qu'on peut cacher du code malveillant dans un vrai paquet si on take over par l'email. Et en vrai, pour votre entreprise, utilisez un impôt interne, bannissez cette merde de NPM de votre réseau et life is good. Du coup, si quelqu'un est chaud pour parser des fichiers de requirements, moi je veux bien. Sachant qu'on veut rajouter du PHP et du Java, mais voilà. Et en vrai, si vous avez des idées ou une PR à faire parce que l'outil marche pas, etc., n'hésitez pas. Et le lien du GitHub, il est là. Et merci beaucoup.